Très chers téléspectateurs, amis de l'Instant Santé, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant Santé que nous avons l'honneur de vous présenter encore une fois. Nous avons reçu pour vous Dr Batoumou Natoazola Blaise qui n'est plus à présenter, c'est un habitué de l'Instant Santé, à moins que lui-même il puisse vouloir encore se représenter pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois. Alors je m'en vais d'abord lui dire bonjour. Bonjour docteur. Bonjour madame Digit, ça va? Oui, ça va. Je me disais que vous n'étiez plus à présenter. Oui. Vous êtes déjà un habitué de l'Instant Santé. Mais si vous voulez vous-même vous représenter pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, vous avez la parole. Merci beaucoup madame Judith. Donc comme vous avez dit, donc moi je suis docteur Batoumou Natoazola Blaise. Je suis médecin congolais, donc j'ai fait mes études au Congo, mes études de médecine générale à l'université de Kinshasa. Ensuite j'ai fait une spécialité en médecine interne générale et j'étais en France pour parfaire ma formation en hépatogastroentérologie, qui est la spécialité qui s'occupe des maladies du type digestif, en commençant par l'entrée, l'arrière, la bouche jusqu'au niveau de l'anus. Donc c'est cette spécialité-là que je pratique au quotidien aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais aussi à l'étranger à Paris. Voilà. Voilà, nous avons eu à exploiter plusieurs thèmes avec vous, toujours en santé, très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la constipation. La constipation, symptômes, causes, traitements et prévention. Alors vous aurez toutes les réponses à vos questions aujourd'hui autour de la constipation avec le docteur Batoumou Natoazola Blaise. Alors je m'en vais directement à la première question. Docteur, essayez un peu de nous définir la constipation. Qu'est-ce? Alors merci madame Judith, donc j'aime bien vos questions parce que ça commence toujours par la définition. C'est important de poser les bases pour que nous tous et nos téléspectateurs puissent comprendre de quel sujet on parle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors en termes simples, pour faire simple, les termes constipation, alors pour nous les sociétés savantes, parce qu'en fait quand on donne cours à l'université, etc., on essaie de donner les éléments clés de définition pour que nous ayons la même compréhension de la chose. Mais pour le commun mortel, on va le simplifier. Ce qu'on attend par constipation, et généralement c'est la constipation chronique dont on va parler essentiellement aujourd'hui, c'est le fait que l'on est de moins en moins en termes de fréquence des selles et que les selles soient dures. Il y a deux éléments qui ont été retenus par les sociétés savantes qui définissent, n'est-ce pas, les maladies pour dire que c'était la constipation. Donc quand vous avez moins de selles en termes de fréquence par semaine, on estime que quand vous avez moins de 3 selles par semaine et qu'en plus ces selles sont dures en termes de la consistance, et si surtout c'est des symptômes qui existent pendant au moins 6 mois, et c'est là on parle de la constipation chronique. C'est de cela qu'il faut vraiment parler parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle une constipation aiguë qui sont dues par des causes bien déterminées, mais la constipation qui est un problème vraiment de santé publique pour lequel on veut mettre l'accent dans cette émission Instant Santé, c'est la constipation chronique. Donc deux éléments, la fréquence des selles qui diminue, moins de 3 selles par semaine, mais aussi un autre élément important, c'est la consistance des selles. Alors il y a un troisième élément qui vient aussi à renchérir ces définitions, mais ça entre dans le cadre d'une autre pathologie qu'on appelle colopathie fonctionnelle, c'est la notion de la douleur. Lorsqu'on a la douleur, lors de l'exonération, mais ça vient définir ce qu'on appelle colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable, mais on va en parler pour essayer d'éclaircir. Mais quant à ce qui concerne seulement la constipation, c'est la fréquence des selles qui a diminué, mais c'est aussi la consistance qui est devenue trop dure. Voilà madame, ce qu'on attend par constipation chronique.
Merci. En vous entendant parler, vous avez parlé de la constipation chronique et de la constipation aiguë. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Exact. Ouais. Alors, ça m'étonne déjà de pouvoir poser la question, quels sont les types de la constipation? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, bon, les types, c'est pas ça. La constipation aiguë ou chronique, c'est plutôt en termes de la durée. Quelqu'un qui n'a jamais eu des selles dures, mais si cette semaine-là, elle a eu moins de 3 selles par semaine et que les selles sont dures, c'est arrivé qu'une seule fois et après son transit il est redevenu normal, ça c'est une constipation aiguë. Mais quelqu'un qui a l'habitude de voir des selles dures, etc., et si ce sont des symptômes qui ont existé pendant au moins 6 mois, et c'est très souvent les gens ils viennent consulter pour ce type de problème, c'est ça la constipation chronique. Voilà. Mais maintenant en termes de types ou de causes, enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut dire en termes de la constipation. Parce qu'il y a des constipations qui sont liées au fait du fonctionnement, si on appelle une pathologie fonctionnelle, sans qu'il y ait forcément une cause organique. Et il y a des constipations qui sont dites organiques, c'est-à-dire que les selles sont dures parce qu'il y a quelque chose qui bloque la sortie des selles. Voilà. Il y a plusieurs types de constipation, il y a plusieurs mécanismes de constipation. Il y a ce qu'on appelle des constipations terminales, par exemple, c'est-à-dire une constipation qui n'arrive qu'au bout du tube digestif. Il y a des constipations générales, il y a beaucoup de choses. On va essayer de les détailler un peu au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission. Puisque nous avons parlé de la constipation chronique, je suis en train d'emprunter votre mot. Exact, ouais. Alors, parlez-nous un peu comment s'est produit la constipation. Alors, donc... nous entrons directement dans les causes. Exact, oui, oui. Donc, la constipation, comme vous avez compris, c'est un problème que les selles sont dures, les problèmes que les selles ne viennent pas fréquemment, etc. On en arrive comment? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être... Nous, en médecine, on aime maintenant là parler beaucoup plus des facteurs de risque que des vraies causes. Hein. Surtout qu'en fait, la constipation, normalement, dans la nomenclature des pathologies, ça entre, surtout la constipation chronique, dans ce qu'on appelle les pathologies fonctionnelles. C'est-à-dire, vous n'avez vraiment pas un organe ou une substance qui est malade, qui explique que vous avez la constipation, mais c'est le fait d'un certain ensemble de facteurs qui concourent au fait que la personne est constipée. Alors, ce que l'on connaît avec exactitude, c'est qu'en fait, quand on fait des observations dans la population générale, et c'est beaucoup plus étudié, beaucoup mieux étudié en Occident, c'est qu'on constate qu'en fait, il existe la constipation dans beaucoup de familles. Ah non, maman était constipée, moi aussi je suis constipé, etc. On sait que dans tout ça, il y a toujours un soubassement génétique. Le fait que vous avez acquis de vos parents des facteurs qui font que vous avez un côlon qui fonctionne un peu lentement et donc le transit il est ralenti et donc la teneur en eau dans les selles, parce que les selles sont formées dans les tubes digestifs essentiellement au niveau du côlon. Quand le côlon il est long par exemple, ce qu'on appelle le dolichocolon, et que le transit prend beaucoup de temps pour que les selles puissent sortir dans les tubes digestifs, ça peut aussi faire qu'il y ait la constipation. Mais il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui n'ont rien à voir avec ces prédispositions génétiques ou c'est l'état de longueur ou de moins long par rapport au côlon. C'est notamment ce qu'on appelle les habitudes, nos habitudes sur le plan de l'exercice physique. Les personnes qui ne bougent pas trop, n'est-ce pas, qui font moins d'exercice physique, qui sont tout le temps assis, sont voués à développer la constipation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'alimentation. Si votre alimentation est moins riche en ce qu'on appelle fibres alimentaires, les fibres alimentaires, c'est des substances qu'il y a dans les aliments, essentiellement les fruits et les légumes secs, et qui font qu'évidemment ça augmente le volume du bol alimentaire et donc la quantité des selles, et qui fait que finalement dans les tubes digestifs il y aura de l'eau qui va entrer et qui va favoriser la sortie des selles par l'anus. Des personnes qui boivent moins, n'est-ce pas, qui ne bougent pas trop, qui sont obèses, etc., sont des personnes qui sont vouées à faire la constipation. Mais là, il s'agit d'une constipation fonctionnelle qui n'est pas une constipation organique. Mais il y a d'autres causes, par exemple, quelqu'un qui a un cancer du côlon, d'accord? Un cancer du côlon, c'est dernièrement, on avait parlé du cancer du côlon. Quand vous avez une masse du tissu dans les tubes digestifs, ça peut obstruer les passages des selles, et les selles, comme ça reste longtemps
dans les tubes digestifs, mais ça peut être aussi une cause de la constipation. Une autre cause de la constipation, ça peut être l'âge, par exemple. Quand on prend de l'âge des personnes qui ont fait beaucoup d'accouchements, ils développent un certain nombre de pathologies, comme par exemple ce qu'on appelle les rectocèles, etc. C'est en fait les viscères de l'abdomen qui descendent au niveau du tube digestif, qui font qu'en fait, ça empêche le passage des selles, et les selles restent longtemps dans les rectums ou dans les côlons, et donc ça peut faire que finalement, qu'il y ait la constipation. Certaines femmes, par exemple, qui ont des myomes, des masses, etc., les myomes, quand c'est des myomes surtout au niveau de ce qu'on appelle des myomes sous-serrés, quand c'est des grandes tailles, ça peut comprimer les types digestifs et faire que la personne puisse présenter des constipations. Voilà, donc il y a beaucoup de types de constipation. Certaines sont organiques, d'autres sont non organiques. La plupart d'ailleurs c'est non organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause, il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une maladie en vrai d'un organe du type digestif ou des organes qui sont tout autour du type digestif qui empêchent le passage des selles. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la constipation essentielle qui entre dans les cas de ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Voilà. Voilà, docteur, merci pour vos réponses. Mais on aimerait savoir, docteur, est-ce que la constipation peut-elle causer des dommages internes et entraîner d'autres problèmes de santé? Ah oui, bien sûr, la constipation, parce que l'être humain, comme vous savez, il fonctionne d'une manière, de façon coordonnée pour que tous les systèmes, ce qu'on appelle l'homéostasie, le fonctionnement normal de tous les systèmes fait que les types digestifs, normalement, la personne devrait avoir un transit normal, des selles normales, et nous, on a une classification qu'on utilise pour regarder la qualité des selles, ce qu'on appelle l'échelle de Bristol. Bristol, ça s'écrit B-R-I-S-T-O-L. C'est cette échelle-là qui nous permet de dire les selles sont dures ou pas. Par exemple, quand on dit que c'est un type de selles Bristol 1, c'est des selles qui durent, qui ressemblent en fait des petites croquettes de chèvre. Ça, c'est un signe de la constipation. Alors que Bristol 7, c'est des selles quand ils sont liquides, ça c'est la diarrhée. On cherche un équilibre. Les selles normales, c'est lorsqu'ils sont Bristol 4 ou 3 ou 4, c'est-à-dire ça ressemble à du boudin mou, c'est-à-dire quand vous allez pour l'exonération, vous n'avez pas à pousser, vous laissez passer les selles normalement et vous ressentez, lorsque vous dégagez les selles, cette sensation de bien-être. Lorsque vous n'avez pas cette sensation de bien-être et que les selles sont dures, bien sûr, pour revenir à votre question, ça va donner d'autres complications. La constipation, c'est connu par exemple que c'est le premier facteur de risque des hémorroïdes. Encore une fois, on avait parlé des hémorroïdes, on avait expliqué les facteurs de risque et on avait dit que la constipation, lorsque les selles sont dures et que la personne est obligée de pousser pour aller à la selle, le fait de pousser, ça peut entraîner les hémorroïdes qui sont des vaisseaux pour sortir. Ça peut déjà blesser les hémorroïdes, donner ce qu'on appelle des rectorragies, mais ça peut aussi entraîner ces hémorroïdes pour sortir de l'anus. Ça s'appelle procidence hémorroïdaire, etc. Mais pour quelqu'un qui est tout le temps constipé, qui est obligé de tout le temps pousser, les selles étant dures, ça peut déchirer l'anus, ça s'appelle fissure anale. Ça peut aussi entraîner la sortie de la partie terminale du rectum vers la sortie, ce qu'on appelle procidence rectale, etc. Voilà donc plusieurs pathologies peuvent arriver avec la constipation, bien sûr. Plusieurs pathologies peuvent arriver avec la constipation. Alors, vous avez parlé de le fait de faire des efforts pour aller à la selle. Ça peut provoquer les hémorroïdes ou blesser les hémorroïdes et provoquer d'autres maladies. Alors, nous aimerions savoir avec précision, est-ce que le fait de ne pas aller régulièrement à la selle peut-il provoquer une accumulation de toxines dans les corps et rendre malade? Ah mais non, alors là, vraiment, j'aimerais vraiment insister sur ce point. Nous avons dit que la constipation, c'est des éléments essentiels qui ont dans la définition, c'est les recommandations internationales, ce qu'on appelle les critères de Rome, d'accord, où nous définissons les critères de définition des pathologies fonctionnelles, notamment la constipation. Premier élément, c'est la fréquence. Mais il faut essayer de dire que la fréquence des selles, ça dépend aussi de ce qu'on a mangé. Moi, j'ai un ami danois qui va à la selle une seule fois par semaine. Ce n'est pas parce qu'il va à la selle une seule fois par semaine qu'il est constipé. Non, c'est la durée, mais c'est aussi la consistance des selles. Le fait que les selles soient dures et moins fréquents, ce sont ces deux éléments-là qui définissent la constipation. D'accord? Mais maintenant, normalement, quand quelqu'un a des selles, un transit normal, il devrait, quand il va à la selle, n'est pas durer plus que 5 minutes. Il ne devrait pas forcer pour aller à la selle. Tous ces éléments, lorsqu'on force, on dure
qu'on a du mal à faire sortir, on a une sensation de pas fini, vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose qui reste, etc. Tout ça, ce sont des troubles qui arrivent lorsqu'on est constipé. Mais la constipation en soi, que le fait de ne pas aller à la selle va accumuler de toxines dans l'organisme et qui va vous rendre folle. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Alors, il y a des études qui sont en train d'être menées, surtout dans les contextes de ce qu'on appelle colopathie fonctionnelle, là qui est une vraie pathologie, c'est-à-dire en plus de la constipation, vous avez des douleurs qui reviennent. Parfois, c'est l'alternance diarrhée-constipation. Parfois, c'est la diarrhée, mais c'est une fausse diarrhée, comme on dit, du constipé. Il y a des études qui ont prouvé qu'en fait, le fait que les personnes n'y vont pas trop souvent à la selle, il s'accumule des gaz, des toxines dans l'organisme, et c'est ces gaz-là, parfois, ça diffuse dans l'organisme, et ça perturbe la mimique de la personne, et des manifestations, par exemple, liées au psychisme, la nervosité, le fait de se fâcher facilement, l'irritabilité, que l'on retrouve dans la pathologie, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. On pense que c'est l'effet des gaz, mais la constipation en soi a entraîné des toxines qui vont être nuisibles pour l'organisme, et non, il n'y a aucune étude qui a approuvé cela. Aucune étude ne l'a approuvé. Docteur, on va aller aux symptômes, bien que vous les avez balayés en parlant, vous étiez en train de parler des symptômes, mais j'aimerais que d'une manière aussi claire, que vous puissiez nous expliquer quels sont les symptômes, comment savoir que je suis en train de souffrir de la constipation. Alors, donc c'est très simple, madame, comme je l'ai dit, je vais me répéter. Donc, quand on est constipé, la première des choses pour lesquelles les malades se plaignent, c'est plutôt la consistance des selles. Ça, c'est un élément très important et je vais insister sur ça. C'est les selles qui sont dures, qui ressemblent à des croquettes de chèvre. D'accord? C'est quand vous regardez ces scores de Bristol, il y a des images, hein, on vous le fera peut-être passer à l'émission, les types 1, les types 2, les types 3, ça ressemble à des selles de quelqu'un qui est constipé. Maintenant, les types 4 ou 5, c'est à peu près des selles normales, etc. Donc, lorsque vous avez des selles dures et que vous êtes obligé de pousser pour aller à la selle, sachez que ça peut être une constipation. Le deuxième élément qui n'est pas le moindre, c'est aussi la fréquence. Je vous ai dit qu'on considère qu'on est constipé lorsqu'on fait moins de 3 selles par semaine, mais la fréquence est beaucoup plus liée à ce que vous avez mangé. Il y a des aliments, par exemple, le régime alimentaire de nous qui sommes africains, qui est basé essentiellement à manger beaucoup de légumes et de fruits, et ça fait que finalement nous allons quotidiennement presque 1 ou 2 fois à la selle. C'est parce que nous mangeons des aliments qui contiennent beaucoup de fibres alimentaires. Mon ami dont je vous parlais qui est danois, lui son régime alimentaire c'est essentiellement les riz et les poissons, mais il va une seule fois à la selle. Mais quand il va à la selle et que les selles ne sont pas dures, ce n'est pas la constipation, vous voyez. Si bien qu'on peut aller tout le temps, tous les jours à la selle, mais être constipé. Si les selles sont dures et que vous avez en plus de la douleur, ce n'est pas seulement la fréquence. La fréquence, ça compte aussi, mais ce n'est pas vraiment l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est plutôt la consistance des selles et le fait d'être obligé de pousser pour aller à la selle. La sensation de non fini quand on va à la selle, c'est tous ces éléments qui définissent la constipation. En plus de cela, la douleur, la notion de la douleur qui fait entrer un peu la constipation dans les cadres de ce qu'on appelle colopathie fonctionnelle, mais c'est aussi un élément de la définition. Donc si vous allez à la selle moins fréquemment et que les selles sont dures et qu'en plus vous êtes obligé de pousser pour aller à la selle et que vous avez en plus des mal quand vous allez à l'exonération, vous pouvez être considéré que vous êtes constipé et surtout si ces symptômes existent pendant au moins 6 mois. Qui doit poser ces diagnostics? Est-ce que moi-même à la maison, parce que j'ai constaté ces signes? Alors, les diagnostics des maladies sont posés par les médecins, mais tout individu qui est instruit, et ceux qui suivent cette émission maintenant, ils savent, quand ils ont ces symptômes, la douleur, la consistance des selles qui sont dures, et le fait qu'ils vont à la selle moins fréquemment alors qu'ils mangent régulièrement, ben, ils peuvent aller voir un médecin. Pas forcément un spécialiste, tout médecin généraliste peut poser correctement le diagnostic d'une constipation. Maintenant, les étiologies des constipations, là peut-être ça va nécessiter un spécialiste, un gastro-entérologue, qui va demander un certain nombre d'examens complémentaires pour poser les diagnostics de la complication de la constipation d'abord non organique. Il y a des examens que l'on fait pour éviter de passer à côté de quelque chose. Je vous ai dit que la constipation peut être liée à une maladie organique, un cancer ou un rétrécissement dans les tubes digestifs ou une anomalie dans le fonctionnement du rectum et des muscles qui nous permettent d'ouvrir et de fermer l'anus.
hein, ce qu'on appelle des dysynergies recto-anales ou anisme, c'est-à-dire c'est des pathologies qui font qu'en fait la coordination des mouvements entre la défécation et la rétention de sel dans le rectum ne se fait plus normalement. Hein, c'est beaucoup d'examens que l'on fait, notamment la coloscopie dont on a parlé, entrer avec une caméra pour regarder vraiment qu'il n'y a rien qui bloque. On peut faire d'autres examens, hein, je ne sais pas si ça sera une de vos questions, notamment la manométrie pour mesurer la pression qu'il y a dans les rectums, d'autres examens un peu plus spécialisés. Hein. Mais d'abord, avant d'arriver à ces examens, l'examen le plus important pour quelqu'un qui est constipé, c'est d'abord l'examen clinique. C'est l'examen que les malades, que le médecin fait au lit du malade en palpant l'abdomen pour s'assurer qu'il n'y a pas une masse, qu'il n'y a pas d'autres troubles, en faisant un toucher rectal pour s'assurer que voilà, le rectum il est vide, où il y a des selles, hein, que le sphincter anal se contracte bien, il est tonique, qu'il n'y a pas d'autres pathologies qui peuvent expliquer ça. Quand tu leur as fait cet examen clinique correctement, c'est là qu'il va passer aux examens complémentaires qu'on appelle des examens paracliniques, n'est-ce pas, notamment la coloscopie ou la rectosigmoïdoscopie, d'autres examens, la manométrie, ou encore ce qu'on appelle la défécographie, ou d'autres examens un peu plus spécialisés pour regarder un peu comment fonctionnent les rectums et la vis. Alors, c'est un peu des examens plus spécialisés, j'en conviens, mais ce sont malheureusement des examens que l'on utilise pour nous comprendre les mécanismes de la constipation à vue de bien traiter. La coloscopie, j'avais dit, c'est vous allez avec une caméra pour regarder à l'intérieur. La manométrie, pour faire simple, c'est mesurer la pression qu'il y a au niveau des rectums. Les autres examens, évidemment, j'en conviens, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Hein. Quand je dis défécographie, c'est un examen en termes d'imagerie, hein, comme une radio, qui permet de voir comment se fait la défécation normale. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Vous avez également répondu à la question qui allait suivre, les types d'analyses à faire pour détecter une constipation. Voilà. Alors, on va en passer pour parler du traitement. Comment traiter la constipation? Alors, donc, ça peut paraître aussi simple, mais parfois, en fait, c'est très difficile, hein, comme je l'ai dit toujours à mes amis et aux patients. Hein. Donc, la constipation, c'est très simple à poser comme diagnostic. La cause et la complication, par contre, là, c'est une autre paire de manches, ça peut être très difficile à trouver. Et le résultat du traitement ou le traitement à donner, ça peut être difficile. Ça fait partie de ce qu'on appelle les pathologies fonctionnelles. Les pathologies fonctionnelles sont très difficiles à traiter, surtout lorsque vous n'avez pas encore compris le vrai mécanisme de la survenue de la constipation. Mais d'une manière générale, hein, de tous les patients constipés que l'on voit en consultation, on arrive quand même au mieux, en tout cas, soulager leurs symptômes, même si parfois on ne les fait pas disparaître totalement parce qu'il y a certaines pathologies qui sont bien sûr des pathologies chroniques. On les traite très facilement. Les premières mesures qu'on utilise pour traiter une constipation, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Ce sont un ensemble de mesures en fait qui sont très efficaces et qui, à mon sens, constituent 50% du traitement de la constipation. C'est notamment l'exercice physique. On conseille à des personnes qui sont constipées de faire régulièrement l'exercice physique, de mieux s'hydrater. Même s'il n'y a aucune étude qui a montré que le fait de mieux s'hydrater, ça améliore efficacement, de façon significative, la constipation. Mais on conseille une bonne hydratation parce qu'on sait que ça améliore le confort, ça améliore la digestion, etc. Et indirectement, ça peut améliorer la constipation. Mais un élément clé et important, et ça c'est une recommandation, c'est la consommation de beaucoup de fibres alimentaires. C'est quoi les fibres alimentaires? Il s'agit en fait d'un ensemble de substances que l'on trouve dans les aliments, comme des fruits et des légumes secs. Nous, à Piscis Médical, nous avons une liste des médicaments et avec leur teneur en fibres alimentaires. Et l'on conseille que la personne puisse manger au moins au quotidien autour de 15 à 40 grammes en termes de fibres alimentaires. C'est donc des légumes et des fruits secs. C'est comme dans notre milieu ici, hein, c'est des arachides, du cocotier, tous les fruits à part des bananes. Les bananes, ça constitue des papayes. Et il faut
essayez de manger les fruits, essayez de suivre les fruits, de les manger en fonction des saisons. Donc si c'est la saison des mangues, vous mangez beaucoup plus des mangues. Si c'est des oranges, vous en consommez beaucoup, des goyaves et tout ça. Ce sont des choses qui vont faire que en fait les transits puissent être accélérés et que vous ne soyez pas constipés. Donc beaucoup de fruits et de légumes, c'est la base du traitement. Lorsque toutes ces mesures n'ont pas marché ou ont échoué, on passe à une deuxième phase, c'est ce qu'on appelle des mesures de médicaments. Et parmi les médicaments, il y en a ce qu'on utilise dans toute forme de constipation, c'est ce qu'on appelle des laxatifs. Le terme laxatif veut dire des médicaments qui vont augmenter les transits intestinaux. Et il y a plusieurs types de laxatifs. Et le plus commun qu'on utilise, on appelle le laxatif de classe 1. C'est comme, par exemple, le laxatif osmotique. C'est des médicaments qui, quand vous les prenez, c'est comme du Forlax, c'est comme du Movicol, c'est comme du Dufalac, n'est-ce pas? Ce sont des médicaments, quand vous les prenez, ça fait appel à l'eau dans les milieux digestifs. Et le fait que l'eau va revenir dans les tubes digestifs, ça va ramollir les selles et ça va permettre à ce que vous ayez la selle normalement. Donc il faut retenir que d'abord il y a des mesures générales, les mesures d'hygiène, et en plus de ces mesures, il y a d'autres choses qu'on peut appliquer, les médicaments, les laxatifs et d'autres dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Dernière question avant que nous puissions chuter, cher docteur. Déjà? Comment prévenir la constipation? Alors, donc, si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé d'un certain facteur de risque, notamment les sédentarismes, le fait de ne pas manger beaucoup de fruits et de légumes. Si vous êtes dans une constipation qui est, on va dire, chronique, c'est-à-dire que vous avez une prédisposition, dans la famille il y a des gens qui souffrent de la constipation et qu'on a essayé de faire des examens, on n'a pas vu une cause organique qui vous cause la constipation, ben, c'est simple. Il faut éviter des facteurs qui vont amener à la constipation. Il faut manger beaucoup plus de fruits et de légumes, faire de l'exercice physique, éviter la sédentarité, etc. Donc, s'hydrater régulièrement et convenablement. Quand vous faites tout ça, ça va vous éviter, n'est-ce pas, la constipation. Et essayez d'aller à la selle assez régulièrement, n'est-ce pas? Voilà. Si toutes ces mesures-là ne vous permettent pas d'éviter la constipation, à ce moment-là, vous allez voir un médecin, un généraliste ou un gastro-entérologue qui va essayer de comprendre les mécanismes de votre constipation, essayer de vous proposer un traitement qui vaut avec le type de votre constipation. Mais retenir que la constipation peut être un signe clinique dans le cadre d'autres types de maladies. Donc, il ne faut pas le négliger. Des personnes qui ont des constipations chroniques, surtout si ce sont des personnes adultes, il faut aller voir un spécialiste qui va demander des examens, notamment une coloscopie, un examen d'endoscopie, pour éliminer le fait que ça soit un symptôme dans le contexte d'une maladie qui peut être beaucoup plus grave, notamment les cancers et autres choses. Voilà. Ok, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ces moments d'instant santé, très chers téléspectateurs, mais un moment de divers, ça vous dit? Ah oui, bien sûr, et j'aime bien le divers. Voilà. S'il faut que vous puissiez donner un conseil à quelqu'un, vous lui direz quoi? Alors, donc, s'il faut donner un conseil à quelqu'un, c'est pour dire que la constipation, c'est une pathologie fréquente, une pathologie chronique. C'est une pathologie que l'on peut prendre en charge correctement, c'est pas très compliqué. Et la plupart des mesures qu'on utilise pour prendre en charge ce type de pathologie, ce sont des mesures qui concernent vous-même, la personne. C'est des conseils qu'on vous donne, de bouger, n'est-ce pas, de ne pas rester assis pendant longtemps, de s'hydrater correctement et de manger, et encore beaucoup de fruits et de légumes. Il n'y a pas une maladie que l'on attrape parce qu'on a mangé beaucoup de fruits et de légumes, madame. Hein, ça ne peut que nous faire du bien. Notre organisme a évolué comme ça. Donc, beaucoup de fruits et de légumes dans notre alimentation et vous verrez que vous allez améliorer les symptômes liés à votre constipation. Proprement dit, une phrase simple. Une phrase simple. Ne restez pas assise, mangez beaucoup de fruits et de légumes, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ce qui met fin à cet instant santé, un nouvel épisode que vous allez certainement aimer et vous allez suivre en diffusion et rediffusion. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Bye bye.